Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo le dernier chapitre concernant le module sécurité des réseaux informatiques. Nous avons dédié un chapitre aux réseaux sans fil du fait que les réseaux sans fil sont considérés comme étant des réseaux vulnérables. Car contrairement au réseau filaire, le réseau sans fil ne permet pas d'avoir un périmètre géographique circoncis puisque son signal est diffusé bien au-delà des limitations physiques. Par conséquent, le sans fil est souvent vulnérable à des attaques de personnes malveillantes sans qu'elles soient obligées d'être physiquement présentes au sein de l'entreprise. Donc déjà du fait que au niveau des réseaux sans fil, la communication se fait via des ondes, on peut facilement intercepter ces ondes-là. On peut les intercepter sans être forcément dans le réseau physique. C'est pour ça qu'on a dédié un chapitre uniquement pour les réseaux sans fil. Dans cette vidéo, nous allons voir uniquement une introduction aux réseaux sans fil. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir l'aspect sécuritaire, mais nous allons le voir dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Alors, nous allons commencer par une définition assez simple des réseaux sans fil. Les réseaux sans fil, comme leur nom l'indique, sont des réseaux où la communication entre les différents équipements se fait sans liaison filaire, mais via des ondes radio. Le réseau sans fil permet de relier les équipements informatiques, que ce soit des équipements intermédiaires ou terminaux. Donc, comme on l'a vu dans le premier chapitre, un équipement intermédiaire, c'est l'équivalent d'un concentrateur, d'un commutateur, d'un routeur, d'une passerelle. Donc, ce n'est pas l'équipement qui reçoit l'information, mais plutôt l'équipement qui permet de l'acheminer. Et les équipements terminaux sont les équipements qui reçoivent directement l'information, tels que les ordinateurs, les imprimantes, les smartphones, etc. Alors, ces réseaux, comme j'ai dit, permettent de relier ces équipements informatiques, que ce soit des équipements intermédiaires ou terminaux, sans avoir à installer un câblage, ce qui représente plus de confort et fait économiser de l'argent au niveau des infrastructures. En revanche, ce genre de réseau a généralement moins de sécurité, car sans protection efficace, l'introduction d'intrus est probable. Donc, ce qu'on peut dire concernant les réseaux sans fil, c'est que c'est des réseaux qui sont à faible coût et qui sont faciles à mettre en œuvre. Néanmoins, ils posent un problème au niveau de la sécurité. Pour classer les réseaux sans fil, comme dans le cas des réseaux filaires, on les classe selon divers critères. Nous allons voir deux critères uniquement. Nous allons voir le critère qui est le mode de communication ainsi que la couverture géographique. Donc pour les réseaux filaires, nous avons vu la topologie ainsi que la couverture géographique. Concernant les réseaux sans fil, nous allons voir le mode de communication et la couverture géographique. On va commencer par le mode de communication. Alors, mode de communication veut dire classer les réseaux selon la manière dont les équipements communiquent. On ne peut pas classer les réseaux sans fil suivant une topologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de câblage. La topologie qu'on a vue, qui était la topologie physique, c'était le dessin que formait l'architecture finale du réseau. Du moment qu'on n'a pas de câblage, on ne peut pas donc avoir un certain dessin du réseau. Donc on ne peut pas classer les réseaux sans fil suivant la topologie. Nous allons néanmoins les classer selon le mode de communication. Nous avons deux modes. Nous avons le mode ad hoc, comme vous le voyez dans la figure, et nous avons le mode infrastructure. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans le mode ad hoc, la communication entre les différents équipements du réseau sans fil se fait de manière directe, c'est-à-dire que si un équipement veut communiquer avec un autre, il communique directement avec lui. On peut voir aussi que c'est un réseau maillé, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de communication de par tous les équipements. Chaque équipement peut communiquer avec l'ensemble des équipements du réseau. C'est un réseau aussi qu'on appelle réseau pair à pair, c'est-à-dire que tous les équipements ont les mêmes privilèges. Contrairement au réseau qui est en mode infrastructure, où la communication ne se fait pas de manière directe, mais se fait au moyen de ce qu'on appelle un point d'accès. C'est-à-dire que si un PC veut communiquer avec un autre, il doit passer par le point d'accès et ne peut pas passer directement vers le PC récepteur comme dans le cas du mode ad hoc. Nous allons voir une petite définition du mode ad hoc. Donc un réseau ad hoc permet à tous les appareils de communiquer directement entre eux. Il n'y a pas d'équipement central qui permet de contrôler la communication. C'est un réseau qui est très facile à mettre en œuvre et offre une simplicité d'administration.
Néanmoins, sa sécurité est moins sophistiquée comparée à celle du mode infrastructure. Donc, ce qu'on peut dire concernant le mode ad hoc, c'est que c'est un réseau qui est facile à mettre en œuvre. C'est un réseau qui s'adapte qui est adapté pour certains cas. C'est un réseau aussi qui est à recommander dans le cas de la mise en place de réseaux temporaires, c'est-à-dire pour certaines applications dans un court moment. C'est un réseau aussi qui est adapté dans le cas où il n'y a pas énormément d'équipements qui sont reliés entre eux. Néanmoins, il y a un grand problème de sécurité. Il n'y a pas aussi ce côté d'administration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement au niveau du réseau. Contrairement au mode infrastructure, c'est un réseau où la communication entre les appareils se fait au moyen d'un équipement central qu'on appelle point d'accès. Le point d'accès est un équipement sans fil qui peut être comparé à un commutateur filaire de niveau 2, c'est-à-dire un commutateur comme on l'a vu dans le premier chapitre, avec des fonctions supplémentaires, c'est-à-dire qu'il a un peu plus de fonctions que le commutateur filaire. Généralement, ces fonctions sont reliées à la sécurité, à l'authentification et au chiffrement. Il permet de contrôler la communication sans fil et offre divers avantages importants comparant au réseau de type ad hoc. Il supporte par exemple des niveaux de sécurité élevés, des vitesses de transmission de données potentiellement plus importantes et il offre la possibilité d'intégrer un réseau câblé comme on le voit dans la figure. Donc utiliser un réseau sans fil en mode ad hoc ou bien en mode infrastructure dépend du cas dans lequel on se trouve, dépend de l'application, dépend du nombre d'équipements. Donc les deux présentent des avantages. Ad hoc est facile à mettre en œuvre comparant au mode infrastructure, mais si on a un réseau sans fil qui est présent et par exemple c'est un réseau d'entreprise, il faudra dans ce cas opter pour un réseau en mode infrastructure. Mode infrastructure va nous permettre déjà de contrôler la communication, de l'administrer, de la sécuriser et de voir tout ce qui se passe au niveau de notre réseau sans fil. Nous allons voir les composants d'un réseau en mode infrastructure. Donc nous avons comme premier composant, et qui est le composant le plus important, qui est le point d'accès. Comme vous le voyez dans la figure, ça ressemble un peu au modem qu'on a à la maison. Un point d'accès est l'élément central d'un réseau de type infrastructure, car c'est lui qui permet de gérer la communication et tous les messages entre les équipements du réseau transitent par ce dernier. Il peut être comparé à un commutateur filaire avec des fonctions supplémentaires, comme je l'ai dit avant. Donc ces fonctions-là sont reliées à la sécurité. Il est de niveau 2, selon la pile du modèle OSI. Il permet de prendre en charge la norme 802.11 avec un aspect sécuritaire, authentification et cryptage, qui n'existe pas avec un switch. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la norme 802.11, c'est la norme qui régit les réseaux sans fil. Ce dernier la prend en considération et prend aussi en charge des aspects sécuritaires. Authentification pour tout ce qui est login, mot de passe. Cryptage, c'est chiffrement des communications, chiffrement des données, etc. Nous allons voir dans la vidéo suivante, quand on va parler de mécanismes de sécurité dans le cas des réseaux sans fil, des protocoles qui agissent au niveau des réseaux sans fil qui permettent ce chiffrement. Deuxième composant du mode infrastructure est l'interface client, comme vous le voyez dans la figure. Donc l'interface client, c'est une interface qui est présente au niveau de tous les équipements du réseau sans fil en mode infrastructure. Donc cette interface, elle peut être soit intégrée sur la carte mère du poste, soit affichable dans le poste client comme une interface réseau filaire. Après avoir vu une classification des réseaux selon le mode de communication, nous allons maintenant voir une classification des réseaux selon la couverture géographique. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans le premier chapitre, quand on a classé les réseaux selon la couverture géographique. On les a classés selon le critère de distance, c'est-à-dire que plus le réseau a un périmètre grand, plus donc il appartient à une catégorie de réseau. On avait vu
les réseaux personnels, les réseaux locaux, les réseaux métropolitains et les réseaux étendus. C'est la même chose dans le cas des réseaux sans fil, sauf que tous les acronymes, que ce soit PAN, LAN, MAN et WAN, seront précédés d'un W pour Wireless. Donc nous avons comme premier réseau le WPAN, Wireless Personal Area Network, pour réseau personnel sans fil. Donc c'est le plus petit réseau sans fil. Alors le réseau personnel sans fil est un réseau qu'on peut aussi appeler réseau individuel sans fil ou réseau domestique sans fil. C'est un réseau sans fil d'une faible portée, de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Il sert généralement à relier des équipements informatiques, que ce soit par exemple des téléphones portables, des ordinateurs, des imprimantes, etc. Très peu distants entre eux, donc ça ne doit pas dépasser les quelques mètres. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour chaque type de réseau qu'on va voir, que ce soit réseau personnel, local, métropolitain ou étendu, chaque réseau sans fil utilise certaines technologies pour permettre la communication. Donc parmi les technologies les plus utilisées dans le cas des réseaux personnels, nous avons le Bluetooth et le Zigbee. Donc il faut savoir aussi que c'est le Bluetooth qui est le plus utilisé. Bluetooth est la principale technologie WPAN qui propose un débit théorique de 1 mégabit par seconde pour une portée maximale d'une trentaine de mètres. Elle possède l'avantage d'être très peu gourmande en énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation au sein de petits périphériques. Zigbee par contre c'est à peu près la même chose, c'est aussi une technologie qui permet d'obtenir des liaisons sans fil à très bas prix et avec une très faible consommation d'énergie. Donc elle présente une faible consommation d'énergie, c'est une plus faible consommation d'énergie comparant à Bluetooth. On peut l'intégrer dans des appareils encore plus petits, par exemple des appareils électroménagers, des jouets, etc. Elle permet d'obtenir des débits pouvant atteindre les 250 kilobits par seconde avec une portée maximale de 100 mètres environ. Donc ce qu'on peut voir concernant Zigbee, c'est que le débit il est assez faible comparant à Bluetooth. Néanmoins, c'est une technologie qui permet qui consomme vraiment pas beaucoup d'énergie comparant à Bluetooth. Donc elle est à privilégier dans le cas de très petits équipements. Néanmoins, Bluetooth reste la technologie WPAN la plus utilisée. Passons maintenant aux réseaux locaux sans fil, Wireless Local Area Network. Donc les réseaux locaux sans fil sont des réseaux qui sont plus grands que les réseaux personnels sans fil d'un point de vue zone de couverture. Alors, un réseau local sans fil est un réseau qui permet de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, c'est-à-dire tout le local d'une entreprise peut être couvert via un réseau local sans fil. Il a une portée d'environ une centaine de mètres. On voit clairement que c'est plus grand qu'un WPAN. Il permet de relier des équipements entre eux présents dans une zone de couverture. Pour le WLAN, il y a diverses technologies qui existent. Il y a le Wi-Fi qu'on connaît tous et il y a l'Hyper-LAN 2. Il faut savoir que c'est le Wi-Fi qui est le plus utilisé dans le cas des réseaux locaux sans fil. Wi-Fi est une technologie qui permet d'offrir des débits allant jusqu'à 54 mégabits par seconde sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Hyper-LAN c'est à peu près la même chose. Il offre un débit théorique de 54 mégabits par seconde sur une zone d'une trentaine de mètres. Alors, Hyper-LAN, ça ressemble à Wi-Fi, néanmoins Wi-Fi c'est la norme ou bien la technologie la plus utilisée dans le cas des réseaux sans fil. On va voir par la suite un peu plus en détail ces technologies-là, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi ou autre. Passons maintenant au réseau métropolitain sans fil, Wireless Metropolitan Area Network. Alors les réseaux métropolitains sans fil sont des réseaux qui sont plus grands que les réseaux locaux sans fil. Ils permettent de couvrir une zone de 4 à 10 km, ce qui les destine principalement aux opérateurs de télécommunications. La norme de réseau métropolitain sans fil la plus connue est le WiMAX. WiMAX permet d'obtenir des débits de l'ordre de 70 mégabits par seconde sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc si vous remarquez, plus on augmente en périmètre, plus on est en train d'augmenter en débit. Passons maintenant aux réseaux sans fil les plus grands qui sont les réseaux étendus sans fil, Wireless Wide Area Network, WMAN. Donc un WMAN est aussi appelé réseau cellulaire mobile, font partie des réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les téléphones mobiles sont connectés à un réseau étendu sans fil.
les principales technologies qui existent au niveau des WMAN sont GSM, GPRS, UMTS, LTE. Donc, il faut savoir que ces technologies sont apparues de manière chronologique. On avait GSM pour la 2G, GPRS 2G et demi, UMTS 3G et LTE qui est utilisé de nos jours pour la 4G. Alors, chaque génération apporte plus de fonctionnalités, une meilleure qualité de service et beaucoup plus un meilleur débit. Nous allons voir maintenant au niveau de chaque réseau qui est classé selon la zone de couverture, nous allons voir la technologie qui est le plus utilisée. Dans le cas des WPAN, nous allons voir le Bluetooth. Alors, Bluetooth est une spécification de l'industrie des télécommunications. C'est aussi la technologie sans fil la plus utilisée dans les réseaux personnels sans fil. Elle utilise une technologie radio courte distance destinée à simplifier la connexion entre les appareils électroniques. Elle présente certains avantages. Elle ne consomme pas beaucoup d'énergie. Elle est adaptée aux équipements de petite taille, comme les smartphones, les smartwatches, les manettes sans fil, etc. C'est aussi une technologie qui est adaptée à la mobilité et à faible coût. Néanmoins, elle comporte aussi certains inconvénients, comme la faible portée qui est de quelques mètres et qui représente le principal inconvénient, un débit limité à 1 mégabit par seconde et une absence totale de sécurité. Alors, le nom Bluetooth est directement inspiré du surnom du roi viking danois Harald à la dent bleue. Donc, Bluetooth, déjà en anglais, ça veut dire dent bleue. Donc, elle est inspirée du surnom de ce roi viking-là. On le surnommait Harald à la dent bleue. Il est connu pour avoir réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume et en introduisant du même coup le christianisme. Ce nom a été proposé en 1996 par Jim Kardashian. Jim Kardashian est celui qui a inventé Bluetooth. Bluetooth qui est cette technologie qui permet de relier des équipements entre eux qui ne sont pas très distants entre eux. Alors, pendant ce temps, pendant que cet ingénieur-là travaillait sur cette technologie-là, un homologue d'Ericsson lui avait parlé de ce souverain qui est Harald à la dent bleue, après avoir lu un roman qui se déroule sous son règne. L'implication est que, de la même façon que le roi Harald a unifié son pays et a rassemblé le Danemark et la Norvège, Bluetooth relie les télécommunications et les ordinateurs et unifie les appareils entre eux. Donc, du moment que ce roi-là, il a permis d'unifier les tribus danoises, il a permis d'instaurer le christianisme et a permis d'unifier les deux royaumes de Danemark et de Norvège, il a donc pensé à nommer sa technologie Bluetooth. Bluetooth qui est son surnom. Et pourquoi ? Parce que de la même façon qu'il a pu unifier tout cela, le Bluetooth permet de relier les télécommunications et les ordinateurs et permet d'unifier les appareils entre eux. Concernant le logo, si vous le voyez, c'est un B. Ce B-là, il est inspiré de son nom. Donc, il s'appelle Harald Blaatand. Blaatand, donc c'est son nom. Et son nom commence par un B. Il a choisi comme logo cette lettre B. Néanmoins, cette lettre B, elle est écrite en alphabet runique. Donc, l'alphabet runique, c'est un alphabet qui était utilisé par les langues germaniques et les pays nordiques, tels que la Scandinavie. Alors, il a choisi ce B-là en lettres runiques pour représenter sa technologie et il l'a nommé Bluetooth. Donc ça, c'est, entre parenthèses, un peu d'histoire concernant le Bluetooth. Passons maintenant à la technologie la plus utilisée dans le cas des réseaux locaux sans fil, qui est le Wi-Fi. Le Wi-Fi est la technologie sans fil la plus utilisée dans les réseaux locaux sans fil. C'est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe I3E 802.11. 802.11, comme je l'ai dit auparavant, c'est la norme qui régit les réseaux sans fil. Alors, cette norme a connu de nombreuses révisions. On a la 802.11a qui est la première norme qui a été publiée en 1999. On a après cela la norme 802.11b, C, D, E, F, H, I, jusqu'à arriver à la norme 802.11 AY qui est apparue en 2020, je pense.
Ces révisions ont pour objectif d'augmenter le débit et la portée, d'améliorer la qualité de service, d'améliorer le handover, de permettre une consommation d'énergie réduite, ainsi que d'améliorer la sécurité. Donc, depuis 1999, on ne cesse de revoir cette norme-là, afin d'avoir plus essentiellement le débit. On essaie d'augmenter le débit et la sécurité. La sécurité, c'est à travers la mise en place de nouveaux protocoles qui permettent le chiffrement, qu'on verra dans la vidéo qui suit. Passons maintenant à la technologie qui est la plus utilisée dans le cas des réseaux métropolitains, qui est le WiMAX. Le WiMAX est une technologie sans fil qui est la plus utilisée dans les réseaux métropolitains sans fil. C'est un standard de communication sans fil qui a pour objectif de fournir une connexion Internet à haut débit sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres de rayon. Si on voit la figure, nous avons sur un territoire donné, les ondes WiMAX sont diffusées depuis une station de base, une BTS, comme on voit ici. Chaque abonné, cette BTS elle est reliée au réseau d'opérateurs par une liaison très haut débit, ça peut être une liaison fibre optique. Et chaque abonné peut accéder au réseau en installant une antenne sur son toit, comme vous le voyez ici. Il devra juste la diriger vers la station de base. Donc avec cela, il peut avoir une connexion Internet à haut débit, même si dans le cas où il n'a pas une connexion ADSL. La zone de couverture autour d'une station de base toutefois n'est pas sphérique. Certains obstacles comme les montagnes ou une forte densité d'immeubles peuvent significativement réduire la portée du signal. Donc ça représente un des inconvénients majeurs de la technologie WiMAX. Néanmoins, WiMAX constitue une alternative intéressante pour les personnes résidant dans des zones mal desservies par l'Internet à haut débit par ADSL. Donc ça reste une bonne alternative pour les zones qui ne sont pas couvertes par ADSL. Concernant les réseaux étendus, il y a plusieurs technologies qui ont vu le jour. Comme il y a eu en premier temps la première génération où la communication se faisait de manière analogique. Il y a eu ensuite l'apparition de la deuxième génération avec la technologie GSM, la deuxième génération et demie avec la technologie GPRS, la 2.75 génération avec l'apparition de la technologie Edge, la troisième génération avec l'apparition de la technologie UMTS, la 3.5 génération avec la technologie HSPA, la 3.75 avec la technologie HSPA+, la 4G avec la technologie LTE, la 4G5 avec la technologie LTE-A pour LTE Advanced. On travaille maintenant sur une nouvelle génération qui est la 5G, qui n'est pas encore commercialisée. Si on voit toutes ces générations qui sont apparues, elles ont toutes pour objectif d'augmenter principalement le débit, d'améliorer la qualité de service, mais beaucoup plus le débit. Donc c'est le challenge majeur de chaque génération qui succède à l'autre. La 5G va travailler essentiellement sur le débit ainsi que sur l'Internet des objets. Donc on ne va pas voir en détail toutes ces générations-là et toutes les technologies qui régissent au niveau de chaque génération, du fait que vous avez normalement le bagage nécessaire concernant les réseaux cellulaires, vu l'intitulé de votre master qui est un master système de télécommunication. Bien que la 5G n'ait pas encore apparu, certains laboratoires de recherche et certaines universités travaillent sur la mise en place de la 6G. Ils promettent la 6e génération avec un débit qui sera 100 fois plus grand que celui qui sera offert par la 5G. Donc le débit reste toujours le challenge majeur pour chaque génération et bien évidemment la qualité de service.